L'administrateur provisoire de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques installé dans ses fonctions, c'est le processus de sortie de crise à la CAMEG qui est enclenché. Dans ce journal, nous faisons plus ample connaissance avec le technologiste biomédical, le spécialiste de santé encore appelé il n'y a pas longtemps laborantin à plus d'une corde à son arc. La journée internationale célébrée ce jour nous donne l'occasion pour le portrait d'un biotechnologiste. Et puis, mais avant de développer tous ces titres, retour sur le discours du Premier ministre sur la situation de la nation. À la lumière de l'exposé de Paul Kabatieba, les indicateurs sont au vert, mais les interpellations des élus prennent les couleurs des différents bords politiques à l'Assemblée nationale. On suit la synthèse des échanges avec Adam Aguiti et Frédéric Etienne Bassenga. Je demande avec insistance. Attaque, contre-attaque, la partie question-réponse du discours sur la situation de la nation du Premier ministre devant l'Assemblée nationale en était une parfaite illustration. Tout est merveilleux et rose, à telle enseigne qu'on se croirait dans un autre Burkina. Ce qui m'intrigue et m'amène à vous demander s'il vous arrive souvent, personnellement, de descendre dans la rue et de toucher du doigt les réalités de notre peuple. Un ou celle qui aujourd'hui dorment dans le train battant pavillon Burkina, nous devons leur dire que le train avance. Effectivement, lorsqu'on dort dans un train, on ne sait pas que le train avance. L'opposition et la majorité, chacun dans son rôle, joue sa partition. La majorité félicite le gouvernement et l'encourage à persévérer dans le même sens. Ce discours est aussi propre, aussi limpide. Il retrace la réalité vécue. En 2016, on peut s'étonner lorsqu'on ne s'attendait pas à ça. Pendant ce temps, l'opposition montre son scepticisme sur certaines mesures phares du gouvernement. Paul Kabatieba est interpellé par exemple sur la question du CFA, l'école Gogoyego, l'indépendance de la justice, la vie chère et la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. La gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes qui devait être un acte salvateur pour soulager les souffrances de nos populations se trouve, d'après les populations, un leurre. Pour Paul Kabatieba, il faut nuancer ce dysfonctionnement qui d'ailleurs était lié à la crise à la CAMEG. Quand je suis les indicateurs de taux de satisfaction par région, en moyenne le taux de satisfaction en produits pharmaceutiques ressort en moyenne à 62% pour le Burkina Faso. Alors donc, quand moi je regarde ça souvent, l'indicateur de taux de satisfaction, je le pilotais de manière à ce qu'il ne descende jamais en dessous de 60%. Quand c'était au-dessus de 80%, donc avant la crise de la CAMEG, c'était bon. Mais après que la CAMEG est sortie en crise, on est descendu en dessous de 80%, on tournait autour de 60%. J'ai bon espoir qu'avec la solution qui est en train d'être trouvée au niveau de la CAMEG, que l'approvisionnement de nos hôpitaux, de nos centres de santé, pourra être résolu avec ce problème-là. Le président de l'Assemblée nationale, quant à lui, est revenu sur un certain nombre d'aspects, notamment les grèves, la part des salaires des fonctionnaires dans le budget national, les fonds communs et les lourdeurs administratives. Salif Diallo a encouragé le Premier ministre avant d'appeler les Burkinabés à la solidarité pour faire avancer le Burkina Faso. Autre point de l'actualité, le docteur Charlemagne Nyoula est l'administrateur provisoire de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Désigné pour une période transitoire de 6 mois, il a été installé officiellement ce vendredi et c'est le processus de sortie de crise qui est ainsi enclenché après près d'une année de tension à la tête de la CAMEG. Nongba Kouda, Vincent Kendrebego, reportage. Il était annoncé et attendu. Depuis ce vendredi, la CAMEG a un nouveau premier responsable. Dr Charlemagne Nyoula est le nouvel administrateur de la centrale, un administrateur provisoire pour engager le processus d'une sortie de crise définitive. Tous ceux-là qui ont contribué
à ce que la cérémonie de ce soir ait lieu, ont eu à faire prévaloir la communication et le dialogue. Dialogue au cours duquel tous les acteurs ont accepté à ce que la situation d'hier soit différente de celle d'aujourd'hui, afin que nos centrales puissent aller de l'avant et innover toujours. La crise dont vous parlez se conjugue au passé. Depuis plusieurs mois, la CAMEC était plongée dans une crise de gouvernance avec des batailles juridico-judiciaires entre les protagonistes. Désormais, finit cette crise au sein de la centrale, foi des différentes parties prenantes. Nous sommes contents que cette crise puisse prendre fin pour le bien de toute la population et pour le bien aussi de tout notre système sanitaire. Beaucoup de défis attendent le nouvel administrateur, parmi lesquels travailler à mettre en confiance les acteurs internes et externes de la CAMEC. Pour ce qui est de la relecture des statuts, comme je l'ai indiqué, il faudra que le processus soit inclusif, qu'on privilégie la concertation, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'au sein de la CAMEC, vous avez plusieurs partenaires. L'association CAMEC, cela s'entend. L'État, le gouvernement du Burkina Faso, les partenaires techniques et financiers et aussi les utilisateurs. Dans ce délai de 6 mois, c'est un délai qui peut être mis à profit pour résorber les problèmes qui se posent. Maintenant, il faudra que chacun joue pleinement son rôle. Des partenaires de la CAMEC étaient témoins de ce nouveau départ et le ministère de la Santé, lui, est engagé à un suivi rigoureux de ce processus de sortie de crise pour une relance de la CAMEC. Et on parle du centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants comme une référence au Burkina Faso dans le domaine de l'éducation inclusive. Sa contribution pour le développement de cette éducation est l'objet d'une étude menée par l'Institut des sciences de la société et dont les résultats sont présentés aux acteurs et partenaires de l'éducation. C'est en présence de Yacouba Gamene et Estelle Judith Assogba. L'étude a passé à la loupe le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants CEFIS. Pour les chercheurs, il faut s'inspirer de l'exemple de ces centres de référence pour faire des propositions idoines au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en matière de l'éducation pour tous au Burkina Faso. On dit l'éducation pour tous doit être une réalité. Mais un enfant sourd qui est intégré dans une école ordinaire où l'enseignant n'a pas les compétences nécessaires pour enseigner la base qui est la langue des signes, c'est difficile. Par rapport aux CEFIS, ils ont un certain nombre de personnels ressources, des audiologues, des orthophonistes, et ils ont une stratégie d'éducation inclusive. Et bon, c'est quand même une référence. Et parmi les idées à soumettre au ministère en charge de l'éducation, figure en bonne place la formation du personnel d'encadrement. Nous sommes partis dans des établissements et il y a des enseignants qui n'ont pas eu de formation en éducation inclusive. Il faut commencer par là, la formation des enseignants, la formation des chefs d'établissement qui vont aussi accueillir ces enfants et aussi la mise à disposition de documents didactiques adaptés. Pour la première responsable de l'établissement, cette étude permettra sans doute à sa structure d'avoir une plus grande visibilité. Tous ceux qui hésitaient ou bien qui ne savaient pas où aller pourront se référer vers nous et nous pourrons les accompagner aisément pour que ces enfants-là ne soient pas toujours laissés pour compte ou marginalisés. Les acteurs ici présents vont apporter des suggestions et amendements pour la validation du document et les commanditaires de l'étude invitent le MENA à s'approprier du dit document pour une éducation pour tous au Burkina Faso. Le réseau des communicateurs et journalistes pour la promotion des droits des personnes handicapées sensibilise les hommes de médias sur les terminologies en rapport avec le handicap. Le réseau et ses partenaires formulent quelques recommandations à l'endroit des journalistes à propos des stéréotypes du langage et des images. Issa Kafando, Kadi Sanogo. L'une des principales causes de l'exclusion des personnes handicapées dans nos sociétés est, selon l'ONG Light for the World, la persistance de pensées discriminatoires. À cet effet, le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion des droits des personnes handicapées a initié cette rencontre
pour changer le comportement des citoyens. La raison d'être d'un tel réseau, vraiment, c'est d'interpeller toute la communauté internationale, nationale, à vraiment soutenir cette couche sociale vulnérable que constituent les personnes handicapées pour vraiment promouvoir leurs droits. Le ministère en charge de la femme, de la solidarité nationale et de la famille s'engage pour un meilleur accompagnement de la mise en œuvre des lois qui font la promotion des droits des personnes handicapées. Nous, en tant que structure de coordination, notamment le SP-Comit, travaillons à élargir le champ de ces partenariats-là, parce que comme on l'a dit, et au nom du principe de la subsidiarité, que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. C'est en cela nous développons ces partenariats-là pour nous permettre de donner l'information juste à tous les acteurs du domaine du handicap, aux personnes handicapées elles-mêmes, aux décideurs et à toute la communauté. Le réseau recommande aux journalistes une meilleure visibilité des personnes handicapées à travers la réalisation des émissions et aussi l'utilisation de langage qui met en valeur les capacités de la personne handicapée. Biotechnologistes ou technologistes biomédicaux, c'est ainsi que l'on appelle aujourd'hui les laborantins, car au-delà de leurs fonctions traditionnelles, ils font de la recherche et peuvent, à partir de l'analyse d'un échantillon, proposer un traitement aux médecins ou suggérer même le retrait d'un produit du circuit de vente. Si vous voulez apprendre à mieux connaître ces spécialistes de la santé, leur journée internationale, c'est aujourd'hui, 15 avril. C'est un prétexte pour nous pour vous présenter un technologiste biomédical, Konsoun Koulibaly et Maïmouna Traoré. Tous les jours de service, ce sont les mêmes gestes pour Dinanibé Kambiré. Enfiler sa blouse et ses gants. Et c'est parti pour une longue journée de travail pour ce technologiste biomédical. Nous sommes au laboratoire du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. En cette matinée, le service d'accueil grouille de monde. Et ici au laboratoire, les analyses médicales s'enchaînent. C'est un travail très dynamique. Voilà. Il n'est pas question de s'asseoir sur un bureau. Donc c'est des travaux qui se fassent, c'est ce que nous on appelle les paillasses. Et on peut passer un échantillon d'une machine donnée à une autre dans la chaîne donc, de la réalisation donc, des examens. Pour ça, pour être sûr du résultat, et pour cette sûreté du résultat, il y a ce qu'on appelle couramment donc, des contrôles de qualité qui sont passés à tous les niveaux pour s'assurer à la fin que le résultat qu'on rend au patient est vraiment son résultat. C'est un travail qui exige rigueur, patience, attention et minutie. Il faut à tout prix garantir la fiabilité des résultats et surtout, il ne faut pas les confondre. Depuis l'accueil, on attribue à chaque patient un numéro unique d'identification. Donc c'est ce numéro depuis donc, le bulletin du patient qui accompagne l'échantillon et l'échantillon est étiqueté pour chaque patient jusqu'à la sortie des résultats. En plus de toutes ces précautions, l'analyse médicale comporte d'autres exigences au laboratoire. Aucune erreur n'est tolérée. Tout est mis en œuvre pour tirer les bonnes informations des échantillons. Oui, les petits feux, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le bec benzène. Donc, il consiste à créer donc, une atmosphère stérile pour faciliter la manipulation des échantillons. Quand on fait une analyse bactériologique, il faut éviter au maximum que donc, les germes donc, de l'atmosphère ne viennent contaminer l'échantillon. Le technologiste biomédical est un maillon essentiel dans la prise en charge du patient. Son expertise est incontournable pour le médecin traitant dans la prise de décision. On peut être amené donc à proposer donc des antibiotiques. Et cela passe nécessairement d'abord par la reconnaissance donc du germe responsable de la maladie. Ensuite, réaliser ce qu'on appelle dans notre jargon l'antibiogramme. Et l'antibiogramme, c'est le test pour déterminer donc les antibiotiques qui sont actifs sur les bactéries. Dans la surveillance épidémiologique des maladies, il peut arriver que si la barre des résultats du laboratoire, qu'on retire donc un antibiotique donc du protocole classique. Mais le métier n'est pas sans risque. Le technologiste biomédical est permanemment exposé dans son milieu de travail aux substances biologiques souvent infectées et aux produits chimiques qu'il manipule. Dinanibé Kambiré et ses collègues le savent très bien et ne lésinent pas sur les moyens de protection. Il faut porter des gants avant de toucher des échantillons. Il faut porter une blouse propre. Il faut naturellement éviter par exemple de toucher à son portable quand on travaille, car cela pourrait être dans des voies de transmission des maladies. Lorsqu'un biotechnologiste ou tout agent de la santé
est en contact avec un produit biologique dont le sang, soit par piqûre ou bien par exposition au niveau des muqueuses, il faut naturellement donc qu'il fasse rapidement des analyses pour s'assurer que les produits de départ n'est pas contaminé. Et il y a un suivi donc de ces patients. Dinanibé Kambiré est conscient que de son travail au laboratoire dépend la guérison d'un patient qui attend de savoir de quoi il souffre. Passionné de son métier, il ne se contente pas de faire des examens médicaux. Il poursuit ses travaux de recherche et est sur le point de finaliser sa thèse de doctorat. Autre point de l'actualité, avec la loterie nationale burkinabé qui offre du matériel de sécurité à la police nationale d'une valeur d'environ 37 millions de francs CFA. C'est la contribution de la nationale des jeux de hasard à la lutte contre l'incivisme et pour la sécurité des populations. Daouda Ouattara, Oumoussissé. Des gilets, des blouses de sécurité, des détecteurs de métaux et des bâtons lumineux, voilà le matériel reçu par la police nationale. Un don de la loterie nationale burkinabé pour soutenir les agents de la sécurité dans leurs tâches quotidiennes, assurer la sécurité des personnes et des biens. Depuis un certain temps, nous faisons face à l'incivisme. Vous constatez aussi la présence de la police sur le terrain. C'était notre devoir de les soutenir pour le maintien de la paix, le maintien de l'ordre. Ce matériel d'environ 37 millions de francs CFA vient à point nommé selon le représentant du directeur général de la police au regard de la situation nationale. Cela va contribuer à améliorer la visibilité de la police et à faire face à l'incivisme grandissant. Ce matériel que nous recevons aujourd'hui de la loterie nationale va permettre de mieux équiper nos forces de sécurité, la police sur le terrain, notamment à travers la visibilité qu'elles auront par les gilets et les blousons que nous avons reçus, et également permettre une détection à travers le matériel de détection des métaux que nous avons reçu. Cela permet de mieux exécuter les missions qui sont confiées à la police. Grâce à ce renfort en matériel, la police nationale pourrait ainsi mieux assurer la sécurité des populations. Elle a saisi l'occasion pour inviter la population à respecter les consignes qui vont être données sur le terrain. Et parlant de sécurité routière, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur à Ouagadougou et qui est souvent l'une des causes des accidents. C'est le port des écouteurs en circulation, surtout sur les engins à deux roues. Pour certains usagers, c'est pour écouter la musique ou la radio et pour d'autres, c'est pour décrocher les appels. Mais en tous les cas, cela peut perturber la concentration et constituer un danger pour la route. À défaut de l'existence d'une loi qui interdise le port des écouteurs en circulation, une interpellation est faite aux citoyens. Daouda Ouattara, Nathalie Savadogo, Navaloum. Rouler les écouteurs aux oreilles est devenu un phénomène de mode à Ouagadougou. Certains usagers de la route n'arrivent pas à se séparer de ce gadget. C'est le cas de Djamila Amidou. À la maison comme en circulation, elle ne se prive pas de son loisir, la musique. Oui, j'écoute la musique, souvent je circule, ça m'amuse en fait, ça me déstresse. À l'image de Djamila, nombreux sont les jeunes à s'adonner à cette pratique. Pour ces derniers, l'excuse est vite trouvée. Les écouteurs servent surtout à répondre aux appels. Si j'utilise les écouteurs en circulation, c'est plus pour prendre les appels. C'est vrai que de temps en temps, j'utilise pour écouter la musique, mais bon, c'est plus pour les appels. Il est évident souvent quand on appelle que tu puisses décrocher avec tes écouteurs. Voilà, ça vaut mieux que d'enlever le portable à main et puis ça même c'est interdit. Mais que dit le code de la route de l'utilisation des écouteurs en circulation? Pour l'instant, la pratique ne constitue pas une infraction. C'est seulement la manipulation du téléphone ou tout autre appareil pendant la circulation qui est officiellement interdite. C'est l'article 3 du décret 2003-418 qui sanctionne les contraventions de deuxième classe et qui font usage manuel de leur téléphone ou tout autre appareil, mais pas le fait de porter des écouteurs qui sont systématiquement sanctionnés. Cependant, décrocher un appel ou écouter la musique pendant la circulation, même avec des écouteurs, présente des risques. En règle générale, on dit que le conducteur d'un véhicule automobile doit rester maître de soi-même. Le conseil, c'est de serrer, se mettre en bonne position de stationnement
prendre son appel et poursuivre sa circulation. Interdit ou pas, les spécialistes recommandent de bannir de la circulation tous les facteurs déconcentrants. Et puis, on fait un tour à Bobo du Lasso où les producteurs maraîchers bénéficient d'une formation en agroécologie. Le projet Parade pour la recherche, développement et l'éducation participative offre ce cadre de partage d'expériences en matière de bonnes pratiques agroécologiques. Drissa Traoré Hahadi Sandamba. La culture maraîchère telle que pratiquée de nos jours semble ne plus répondre adéquatement aux attentes des différents acteurs. Une situation que l'on pourrait imputer à la cherté des intrants agrochimiques, à la dégradation des ressources naturelles, au changement climatique et surtout à l'augmentation sans cesse des besoins alimentaires. C'est ce qui justifie donc la mise en place du projet Parade, un projet qui vise à générer et surtout à diffuser des pratiques agroécologiques. Parfois, les gens utilisent les eaux sans forcément savoir. Je prends l'exemple des eaux, mais il y a d'autres choses. Même les déchets les fumures organiques que l'on fabrique, à partir des déchets ménagers, ça peut contenir des piles. Et ces piles peuvent contenir des métaux lourds qui peuvent être transmis donc, dans la chaîne alimentaire. Donc si les acteurs sont bien formés et bien conscients de ces enjeux, ils peuvent donc éviter et améliorer les pratiques qui respectent la santé des consommateurs. Donc c'est vraiment les nouvelles connaissances qui sont transférées aux producteurs et aussi des connaissances endogènes. Si vous regardez, certains de nos producteurs ont déjà des connaissances, mais qui ne sont pas suffisamment diffusées ou partagées avec d'autres acteurs. C'est aussi l'occasion d'identifier ce genre de bonnes pratiques et donc de le partager avec les autres acteurs. Ce qui va donc contribuer à un accroissement durable de la productivité des agrosystèmes maraîchers, tout en préservant le bien-être des producteurs et en offrant des produits de qualité aux consommateurs. Lancé officiellement le 30 septembre 2014 pour une durée de 5 ans, le projet Parade s'exécute par la recherche-développement et l'éducation participative à l'application donc des principes agroécologiques. Et le présent atelier s'inscrit dans cette dynamique. Et puis, pour finir, du sport, avec ce déplacement infructueux du Rail Club du Kadiogo en Tunisie pour le compte du match retour de 16e de finale bis de la Coupe CAF. Les Faucons se sont inclinés hier 2-0 devant le club sportif sfaxien, soit 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Le résumé d'une défaite surprenante avec nos envoyés spéciaux dans les conditions du direct. Urbain Benito Sommet, Lassina Savadogo. Hamza, Abassi, et le centre. Le premier but. Le premier but encore de cette rencontre. Marqué par le club sportif sfaxien. Ah oui, un but matinal. Après seulement 4 minutes de jeu. Toujours Ibé, qui n'a pas vu de l'autre côté. Oui, Alex Assamoah. Alex va partir à côté de l'égalisation. Alex Assamoah à la 18e minute. Et on va suivre ce ballon. Ce ballon joué. Anana! Jérémy Adjan va trouver le montant. Oui, qui ne sont pas vernis. Ils ne sont pas vernis, c'est Faucon. 10 minutes à jouer. Ah oui, on a manqué de vivacité ici. Il va falloir suivre ce ballon. C'est contré. Baba Youré! Oui, c'est un penalty. Et c'est Haoudi Karim. Apparemment le spécialiste maison qui va exécuter ce coup de pied de réparation. Haoudi face à Baba Youré. Le coup de sifflet retentit. Haoudi! Le ballon il est contré! Il va se reprendre. Haoudi va se reprendre. Voilà, fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Très belle fête de Pâques à tous et à tous. Un excellent week-end, Pascal.